Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique d'un étudiant investisseur. Parce qu'investir quand on est étudiant, c'est possible et recommandé. Je m'exprime autour de l'investissement immobilier, de l'entrepreneuriat et de l'épanouissement en général. Épisode 6, les amis, je suis super content de vous retrouver encore une fois et un peu plus en forme que la dernière fois. Et aujourd'hui, vous allez voir, ça va être un épisode très complet, très très intéressant. On me l'a demandé. C'est On va parler d'entrepreneuriat, voilà, tout simplement. C'est pas encore un sujet que je maîtrise très très bien, tout simplement parce que je sais pas si je peux m'appeler entrepreneur encore aujourd'hui. Néanmoins, je suis sur la route, je me forme, j'apprends énormément autour de tout ça. Donc on va aller là-dedans et restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on va aller vraiment, vous allez voir, je vais un peu vous parler d'entrepreneuriat et de toutes les différentes formes d'entrepreneuriat qu'on peut prendre en fonction de vous, en fonction de vos besoins, de votre vie, de vos valeurs. Et je pense que ça va être très intéressant. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez en tout cas avoir un petit peu cette liste, ce top 10 des nouvelles idées en 2022 pour suivre un petit peu les tendances et tout ça. Donc on va commencer avec les 4 niveaux. Je vais définir 4 niveaux de richesse de Kiyosaki. Qui c'est exactement Robert Kiyosaki? Eh bien, tout simplement, c'est un entrepreneur américain qui est né en 1947, qui a beaucoup apporté au développement personnel, à l'éducation financière, à l'entrepreneuriat et l'investissement. Et donc, c'est l'auteur du livre Père riche, Père pauvre. Je vous mets le lien en description si vous voulez. Voilà, c'est souvent un livre qu'on recommande en tout cas aux débutants. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant ce qu'il apporte comme vision. Et ça a été écrit, en tout cas, son livre-là a été écrit vraiment avant même, enfin en 1997, donc avant même Internet. Et pourtant, vous allez voir, c'est encore totalement, on va dire, compréhensible et adaptable pour l'heure actuelle. Quels sont donc les 4 niveaux en fait de richesse de Kiyosaki? Il définit 4 niveaux, 4 étages, on va dire, avec comme premier niveau le salariat. Pourquoi le salariat comme premier niveau? Non pas que, comme on pourrait croire, que le salariat c'est mauvais, c'est pour les débutants et tout ça. Je vous rappelle, j'ai fait un podcast sur le salariat, utiliser le salariat pour atteindre ses objectifs, et voilà, je vous le mets sur la petite fiche en haut. Non, non, en premier niveau c'est le salariat. Pourquoi? Parce que finalement, on a un salaire qui nous est donné, et on a beau travailler plus, on sera toujours payé pareil. Donc, je travaille 7 heures dans une journée, je suis payé 3 000 euros par mois. Si je fais des heures sup, si je travaille 3 fois plus, finalement, bon, on va peut-être avoir un peu des augmentations des heures sup qui vont passer, mais on est capé, on est limité par le salaire, de par d'ailleurs le métier. Oui, on va avoir des augmentations au fur et à mesure des années, mais c'est pas parce qu'on travaille 3 fois plus qu'on va être payé 3 fois plus. Tout simplement parce qu'il y a un contrat, qu'on est régi par les termes du contrat, et que voilà, on nous dit bah c'est comme ça, à la limite en heures sup, t'as le droit de tant de pourcentage en plus et tout ça, mais c'est très limité finalement pour celui qui veut gagner plus. En deuxième niveau de richesse, on a l'auto-entrepreneur, l'artisan, le freelance maintenant, même si ça n'existait pas au moment où Robert Kiyosaki a écrit le livre. Et donc ce niveau-là, c'est de dire, bah, finalement, dans le salariat, tu avais beau travailler plus, tu ne gagnais pas forcément plus, à part sous Sarkozy, mais non, non, excusez-moi. Mais le freelance, bah voilà, on va dire, en fait, plus tu travailles, plus tu vas être payé. C'est aussi simple que ça. Vu que tu es payé en fonction des contrats que tu fais, tu vas être payé, je sais pas, 800 euros par jour, ou tu vas être payé à la tâche ou tout ça. Eh bien, si tu es bon dans ce que tu fais, donc si tu arrives à travailler 2 fois plus vite, à faire 2 fois plus de contrats que tes concurrents, bah tu vas être payé 2 fois plus, tout simplement. Donc là déjà, c'est plus intéressant parce qu'on n'est plus limité par des termes dans un contrat de travail. On n'est pas limité pour travailler que 7 heures par jour. Si je veux travailler 20 heures par jour, si je veux faire le gros bourrin, travailler 3 fois plus, je vais gagner 3 fois plus. Vous allez voir, c'est pas encore un niveau de liberté, de richesse qui est fou, parce qu'on est limité à notre travail. Donc si on arrête de travailler, on n'est pas payé. Et c'est pour ça que c'est important, et j'en parlais dans l'épisode sur le salariat, de ne pas trop mettre en concurrence le salariat contre le freelance. Parce que le freelance, le jour où il part en vacances, effectivement, il n'a pas besoin de demander à son boss s'il peut poser des congés, mais en attendant, quand il ne travaille pas, il n'est pas payé. Donc heureusement qu'il gagne un peu plus, effectivement, ce qui lui permet, entre guillemets, de se payer des congés. Mais voilà, s'il se dit j'ai envie d'aller faire le tour du monde pendant 6 mois, bah pendant 6 mois, il gagne zéro. Donc il a intérêt à avoir des réserves à côté. Il est totalement dépendant de son salaire. Pas de son salaire, de ses revenus, de son travail.
Donc le troisième niveau de Kiyosaki, c'est en fait l'entrepreneur, le vrai, pas l'auto-entrepreneur, pas l'artisan qui est dépendant de son travail. C'est l'entrepreneur qui a créé un système qui travaille de lui-même. Donc cette fois-ci, c'est plus tu travailles, plus tu seras rémunéré, c'est justement de décorréler le temps de travail en fonction des revenus et de dire je vais travailler beaucoup au début, par exemple pendant 30 jours, 90 jours, pendant un sprint, pour qu'ensuite les sous tombent tout seuls. Et donc là, on peut se dire, ah ouais, quel gros bâtard et tout, le mec il travaille pas, il touche de l'argent. Non, non, c'est je travaille pendant un moment, et ensuite, vu que j'ai créé ce système qui travaille pour moi, j'ai moins besoin de travailler. Peut-être de temps en temps, certains systèmes, j'ai avoir besoin d'effectuer une veille, de continuer d'agrémenter, de créer des contenus, mais plus autant. Et au bout d'un moment, ça devient décorrélé. C'est-à-dire que pour les boîtes qui marchent le mieux, c'est exponentiel. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire exponentiel? Ça veut dire que finalement, mes revenus ne sont plus limités, ils vont augmenter, augmenter, augmenter de plus en plus au fur et à mesure que je vais scaler, que je vais m'étendre, par exemple, dans le monde. Donc, on va prendre un exemple voilà, typique, mais je crée une application pour téléphone. Je vais avoir beaucoup de temps de travail au début, donc peut-être 3 mois, 6 mois, voire plus, avec des équipes. Et au bout d'un moment, si ça marche, si ça prend, ça peut se répandre de plus en plus avec au début 100 personnes, 1000 personnes, 3000 personnes, 3 millions de personnes, 300 millions de personnes, 3 milliards de personnes. Et là, vous voyez que c'est totalement décorrélé. Il suffit que l'application elle soit vendue à 3 euros par mois ou quelque chose comme ça, et bien ça devient décorrélé et je vais continuer à toucher de l'argent sur cette application alors que le temps de développement est fini. Et donc, ce niveau-là d'entrepreneur est déjà beaucoup plus intéressant. Et enfin, le quatrième niveau, c'est l'investissement. Donc, c'est finalement de dire, je n'ai même pas besoin de travailler. C'est-à-dire que j'ai de l'argent que je place dans des actions à dividendes, ou alors que j'achète, que je revends, ou dans l'immobilier, et je vais avoir des revenus qui vont tomber tout seuls sans travail véritablement à effectuer. Et ça, finalement, c'est le niveau de richesse le plus libre, parce qu'on n'a même pas besoin, on va dire, si on est mauvais, par exemple, pour coder des applications, on n'a pas besoin d'aller coder cette application, on a besoin tout simplement de placer de l'argent sur des actions à dividendes, et on va recevoir des sous. Et là, c'est à peu près les 4 niveaux de richesse de Robert Kiyosaki. Vous voyez bien que c'est pas hiérarchique, si vous voulez. C'est vraiment de dire, voilà, il y a 4 niveaux différents de richesse qui permettent plus ou moins de liberté, qui permettent d'être plus ou moins liés aux revenus que l'on a. Mais ça ne veut pas dire que le salarié est inférieur à l'investisseur. On l'a bien dit, c'est pas une échelle, c'est vraiment de mettre côte à côte les choses. Parce que pour investir, spoiler, il faut de l'argent. Donc si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas investir. Donc c'est cohérent de dire je vais prendre un job de salarié, je vais être payé, je sais pas, 3 000, 4 000 euros par mois et je vais mettre de l'argent de côté que je vais investir, ce qui va me permettre plus tard d'avoir des revenus passifs qui vont me permettre d'être plus libre. Encore une fois, c'est très important de comprendre quelle est votre vision, quelle est votre envie. Peut-être que c'est très intéressant de commencer par être salarié pour ensuite pouvoir investir. D'ailleurs, je fais petit aparté. Aujourd'hui, je fais une petite aparté. La plupart des millionnaires aujourd'hui, il y a un chiffre, c'est 80%, je crois, des millionnaires le sont grâce à l'immobilier, déjà. Et pour aller en immobilier, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du crédit. Et pour du crédit, il faut quoi? Il faut des salaires, il faut des CDI. Donc, encore une fois, peut-être que je me répète, mais c'est important de le comprendre pour que vous aussi, vous puissiez en parler autour de vous quand vous entendez des aberrations pareilles. Arrêtons donc de diaboliser le salariat. On a beaucoup plus de chances de devenir riche, en proportion en tout cas, en utilisant le CDI et le levier du crédit typiquement en immobilier qu'en lançant sa boîte. Parce qu'aujourd'hui, c'est des chiffres ahurissants, c'est 40% des boîtes ferment au bout de 5 ans d'existence et c'est 7 startups sur 10 qui se pètent la gueule. Donc, si vous voulez faire beaucoup d'argent, en fait, c'est plus simple de faire carrière entre guillemets avec un CDI en investissant de plus en plus d'argent dans l'immobilier, par exemple, que de lancer votre boîte. Ça, c'était une petite aparté, c'est important, je pense, encore une fois, de le rappeler, pour ne pas être dans un mythe, dans une sorte de rêve. Soyons dans le réel, soyons dans la réalité, dans le concret, dans le terrain. Et c'est ça, la réalité, c'est que le salariat est une vraie arme. Et j'en reparle encore une fois, allez voir mon podcast. Et j'arrête d'en parler parce qu'on en a déjà parlé suffisamment. Donc pour le freelance, je vais un petit peu revenir. Sur le freelance, vous voyez bien que c'est compliqué. C'est compliqué finalement. Ça peut être bien quand on a un certain besoin de liberté, mais je pense que c'est important de pas non plus en faire un rêve, comme on disait, parce que être artisan, être auto-entrepreneur, c'est compliqué, on dépend totalement de son travail, on a parfois les clients sur les épaules, et j'en parlais sur Instagram l'autre fois, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur ce compte-là, je suis assez actif.
Et on parlait justement de la liberté qu'on peut ressentir, et parfois la liberté en freelance, on se sent encore plus emprisonné que lorsqu'on est salarié, parce qu'on est 100% dépendant des revenus de notre travail. Et donc pour moi, le meilleur modèle, il n'y a pas de secret, le meilleur modèle, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'investissement. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que je crée un système. Je crée un système qui travaille pour moi et c'est beaucoup plus cohérent. Et vous allez voir, en fait, il y a pas besoin d'avoir de grandes idées, il n'y a pas besoin de vouloir faire le nouveau TikTok, le nouveau Facebook, parce qu'encore une fois, c'est des boîtes qui ont une croissance qui est fulgurante, qui est incompréhensible. Ce sont des occurrences. La plupart des boîtes, elles mettent du temps à faire leur croissance, mais elles la font. Et arrêtons aussi de vouloir à tout prix copier des boîtes qui ont eu des coups de chance pas possibles, qui sont arrivés à un moment donné, à un endroit donné. Donc voilà, attention à toutes ces choses-là. C'est pas parce que votre boîte elle n'a pas la croissance de TikTok que vous êtes dans un mauvais chemin. C'est aussi important de dire tout ça. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi en tout cas, si je devais le définir, c'est vraiment le fait d'utiliser les outils qu'on a à disposition pour créer un système, un écosystème même, qui va venir travailler pour nous et qui va plus être 100% dépendant de nos actions. Ça va être dépendant de nos actions, et encore une fois, vous allez voir, ça va dépendre, mais c'est intéressant parce que c'est décorrélé, et c'est, je pense, vraiment le point le plus important, en tout cas de l'entrepreneuriat, c'est de comprendre qu'on a une décorrélation. Et je refais encore une petite aparté, vous savez que j'en fais souvent maintenant, c'est pour ça qu'il y a en fait une incompréhension parfois, et qu'il y a peut-être une fracture sociale, notamment en France, quand on va dire, bah tiens, regardez telle boîte qui a fait autant d'argent, ou tel milliardaire qui a fait autant d'argent, et on va expliquer, voilà, c'est 60 fois un SMIC français, il faudrait 3000 ans, je sais pas quoi, enfin des chiffres ahurissants, 3000 ans à un français moyen pour faire cette somme et tout ça. C'est que, je vous le dis une bonne fois pour toutes, parce que voilà, il faut que vous l'entendiez, ce n'est pas parce que vous travaillez dur que vous allez avoir des résultats. Ce n'est pas parce que vous travaillez dur que vous allez avoir des résultats. Ce qui est important, c'est de travailler intelligemment. Et ça, les personnes ne comprennent pas. Ils disent, mais lui, je comprends pas, il travaille dur, pourquoi ça marche pas? Je travaille dur pourtant, j'ai tout fait, pourtant je me suis couché tard. Ou même, certains métiers qui sont effectivement durs physiquement, on dit il faudrait qu'ils soient payés beaucoup plus. Ça serait peut-être dans un monde idéal, je sais pas, j'y ai pas suffisamment réfléchi. Ce qui est sûr, c'est que dans le monde dans lequel on est, parce que nous on est dans le réel, et c'est important d'être dans le réel, on n'est pas en train d'imaginer un monde qui n'existe pas. On a un monde qui est là, il y a des règles qui existent, et le but c'est de jouer avec les règles du jeu pour avancer. Vous voyez ça comme un Monopoly. Donc on peut commencer à dire, oh les règles du Monopoly elles sont nulles. Ok, peut-être, on peut en discuter, peut-être plus tard si vous voulez. Mais quand on est en train de jouer au Monopoly, on respecte les règles du jeu, on les intègre, et ensuite on avance. Parce que sinon on n'avance pas tout simplement, et on reste bloqué, et on fait que de dire il y a ci, il y a ça, et puis on reste à la case départ. Et en attendant, l'autre il a le temps de faire 3 tours et d'acheter la rue de la paix. Donc, soyons dans le réel, et non, ce n'est pas parce que vous travaillez dur que vous allez avoir des résultats. Il y a des gens qui vont travailler 5 fois moins que vous et qui vont avoir beaucoup plus de résultats. Et en plus, ils sont même pas forcément plus intelligents que vous. Ils ont même pas forcément plus de chance, ils sont même pas forcément plus riches. Donc oui, il y a aujourd'hui des anomalies, il y a des gens voilà, qui effectivement n'ont pas du tout fait d'études ou qui ont lancé un truc dans leur garage et puis ça a marché, ça les a dépassés, ils n'ont pas compris pourquoi. Et oui, il y a des gens qui vont faire beaucoup plus de sous que vous alors que peut-être vous avez un bac plus 5, voire même peut-être un bac plus 8. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a presque aucune différence de salaire entre un bac plus 8 et un bac plus 5. En informatique, par exemple, j'en parle, je sais que ceux qui m'écoutent, ils savent qu'on a eu un cours là-dessus il n'y a pas longtemps, mais en tout cas, en informatique, on ne valorise pas un bac plus 8. Voilà, en tout cas en France, peut-être qu'effectivement dans d'autres pays c'est le cas. En tout cas, si vous avez un bac plus 8, vous allez recevoir effectivement peut-être une petite prime à l'entrée. On va considérer que vous avez un peu plus d'expérience que les autres parce que vous avez fait un doctorat, mais vous n'allez pas gagner plus, tout simplement. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne fait pas d'études mais lance sa boîte en BTP par exemple, va faire peut-être beaucoup plus de sous que vous. Mais vraiment, c'est une échelle de x2 ou x3. Et vous allez arriver, après un bac plus 5, vous allez vous taper 30 000 euros sur le marché du travail. C'est la réalité. Donc on arrête d'être totalement déconnecté dans un monde imaginaire, on est dans le réel, on connaît les règles du jeu. Ce n'est pas parce que vous travaillez dur que vous aurez plus de résultats. C'est parce que vous travaillez intelligemment. Et celui qui s'obstine avec une solution qui est mauvaise, en fait, dont tout le monde s'en fout, qui répond pas du tout à un besoin sur le marché, il pourra travailler aussi dur qu'il veut. Il pourra aller raconter à sa grand-mère qui comprend pas parce que lui, au moins par rapport à ceux d'en face, il répond, c'est important ce qu'il fait et il comprend pas pourquoi
pourquoi l'autre en face, il fait une vieille application toute pourrie et ça marche mieux. Eh bien tout simplement parce qu'il est déconnecté, parce qu'il refuse de voir. Il refuse de voir ce que le marché veut. Et le marché a toujours raison. Donc ça sert à rien de dire oui, ils comprennent pas et tout ça, ils comprendront plus tard. C'est le marché qui a raison, les amis. C'est aussi simple que ça. Donc si mon produit il ne se vend pas, c'est que je me suis gouré, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et c'est pas parce que je travaillerai plus dur et que je vais rester 3 heures de plus tous les soirs et que je vais taffer pour essayer de vendre mon produit. Si mon produit, le marché n'en veut pas, point. Et celui en face, peut-être qu'effectivement il travaille 5 fois moins que toi, mais il fait juste un produit qui correspond au marché et ça marche mieux. Et encore une fois, toutes les idées ne sont pas commercialisables. Tu peux avoir une très bonne idée qui ne marche pas. Encore une fois, en entrepreneuriat, je parle vraiment en entrepreneuriat, mais ça vaut d'ailleurs aussi ailleurs. On peut avoir une super idée qui répond à un vrai problème, mais il n'y a pas le business plan en face. Donc, malheureusement, on va laisser cette idée à côté. Parce qu'on n'est pas là pour faire Mère Teresa, je vous le rappelle. On est en tout cas en business, on fait du business. Si on a envie à côté d'aller faire des actions caritatives, d'aller faire des choses pour les autres, d'aller donner du temps gratuitement et tout ça, c'est génial, je vous encourage d'ailleurs à le faire. Je l'ai fait moi-même. Mais on ne mélange pas tout, on ne mélange pas le business et la charité, entre guillemets, même si effectivement il y a des valeurs à avoir dans le business. Quand on fait du business, il faut être rentable. Et je sais que tout le monde ne va pas être forcément d'accord là-dessus, mais c'est la réalité. Vous avez des employés à payer quand vous avez une boîte. Vous avez des employés à payer, donc vous allez leur dire quoi? Ah finalement mon produit je l'ai vendu 2 fois moins parce que je veux être le plus charitable possible. Moi j'ai pas des objectifs pécuniers, mais c'est bullshit. Ou alors, dans ce cas, vous demandez à vos employés d'être bénévoles. Et dans ce cas, il n'y a pas de souci, mais vous ne faites pas du business. Donc, soyons dans le réel, encore une fois. Les limites, j'ai envie d'appeler cet épisode comme ça. Soyez dans le réel. Votre but, c'est d'être rentable. Une entreprise, ce n'est pas une église. D'accord? Le but de l'entreprise, c'est d'être pérenne dans le temps, c'est de répondre à un besoin, c'est de proposer des produits et des services à des personnes qui en ont besoin, et c'est de pouvoir rémunérer dignement ses employés, et de pouvoir éventuellement, pour ceux en tout cas qui le veulent, faire de l'argent, faire des choses comme ça, mais avant tout répondre à un besoin sur le marché. Et oui, d'être rentable. Donc on peut parler de modèle de décroissance et tout ça, mais au bout d'un moment, les gens, ils ont besoin d'être payés. Donc, à moins qu'on remette totalement en cause le système actuel, et encore une fois, quand on est en train de jouer au Monopoly, on ne parle pas des règles du Monopoly, on en parle à la limite en dehors du jeu, ou alors quand on peut se permettre d'en parler. Mais aujourd'hui, le monde fonctionne comme ça. Donc, soyons dans le réel. Et lorsqu'on fait un produit qui ne plaît pas, ayons l'humilité de reconnaître qu'on a le droit de s'être trompé, que peut-être qu'il aurait fallu inclure plus ses utilisateurs, et plutôt que de s'obstiner bêtement à toujours dire que l'on a raison, que l'on sait mieux que les personnes ce dont elles ont besoin, on peut aussi avoir l'humilité de prendre un petit peu de recul et de dire je vais faire venir des utilisateurs. C'est d'ailleurs toute la démarche du UX design, d'expérience utilisateur, pour savoir de quoi le marché a besoin, pour savoir si cela répond. Et vous allez voir que si vous avez un produit, c'est le fit market, donc produit fit market, il me semble, on me corrigera si je me trompe, c'est le fait d'avoir un produit qui fit le marché, qui est adapté à son marché. Et à ce moment-là, vous aurez besoin de travailler 2 fois moins et vous allez voir que ça va dérouler tout seul. Parce que la personne qui produit des burgers au bon prix pour les bonnes personnes, ça va être beaucoup plus facile pour elle de vendre et d'avoir une croissance que la personne qui essaye de vendre un Doliprane à quelqu'un qui n'a pas mal à la tête. Et je reprends des expressions que vous connaissez peut-être. Donc, voilà, je pense que pour le réel, vous m'avez bien compris, on est entrepreneur, on est là pour être rentable, on est là pour répondre à de vrais besoins. Et toutes les idées ne sont pas commercialisables. Toutes les idées, on peut avoir une très bonne idée. Qu'est-ce que je pourrais vous donner par exemple? Par exemple, je peux avoir une très bonne idée d'une nouvelle texture de vêtements qui est vraiment excellente et innovante. Mais si en face, je n'arrive pas à en tirer un business model qui est sain, malheureusement, cette idée, il faudra la garder pour du caricatif ou pour de l'innovation qui ne mènera à rien. Voilà, toutes les idées ne sont pas commercialisables. On peut avoir une super idée qui révolutionne tout. Si on ne peut pas la monétiser, on ne pourra jamais payer nos employés, on ne pourra jamais arriver à prendre des parts de marché. On arrive au moment peut-être que vous attendiez, on va un petit peu découper le spectre de l'entrepreneuriat pour les personnes qui sont un petit peu perdues, qui disent je comprends, l'entrepreneuriat, tu parles et tout, mais ça veut dire quoi entreprendre? C'est créer une boîte, aller voir son comptable, créer une boîte et ça y est, je suis entrepreneur. Est-ce que quand je suis livreur Uber Eats, comme moi je l'ai fait auparavant, cela veut dire que je suis entrepreneur puisque j'ai le titre d'auto-entrepreneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais essayer d'y répondre un peu maintenant en vous donnant une sorte d'arbre. Alors là, j'ai l'arbre sous les yeux. C'est dommage que je ne sois pas en caméra, j'aurais pu vous le montrer. On va essayer de le suivre ensemble pour que vous compreniez un petit peu l'énorme champ des possibles de l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'entrepreneuriat, ça peut convenir à énormément de personnes. Et c'est pas forcément que les personnes qui savent se vendre, qui sont commerciales. C'est pas que les personnes qui ont une super idée. Ça, c'est faux. En fait, l'entrepreneuriat, ça dépend surtout de là où vous voulez aller et de vos objectifs.
La première chose à savoir en entrepreneuriat, c'est où est-ce que vous voulez aller, hein, forcément. Ça, c'est toujours très important. Et également d'où vous partez. Mais en tout cas, où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous voulez simplement des petits revenus complémentaires en plus, par exemple, de votre CDI? Ou est-ce que vous voulez vraiment faire quelque chose, une action concrète qui va prendre place dans votre vie, donc partir à plein temps et puis faire ça pendant 20 ans, être vraiment entrepreneur à plein temps. C'est déjà une différence fondamentale qu'on peut noter, parce que si vous êtes seulement dans des revenus complémentaires, ben, on se rend bien compte qu'on ne va pas pouvoir non plus tout faire, parce qu'on n'a pas le temps d'un entrepreneur à plein temps. Donc, pour créer des revenus complémentaires, je vais vous faire une petite liste maintenant, mais vous comprenez bien qu'elle n'est pas exhaustive, vous pourrez la compléter. Il y a énormément de moyens aujourd'hui de créer des revenus complémentaires qui ne sont non pas justement, comme on disait, corrélés à notre temps de travail, mais décorrélés. Hein, je reprends l'exemple, en fait, là on parle bien d'entrepreneuriat. Si je vous dis faire des revenus complémentaires, bon bah voilà, se mettre par exemple en freelance en plus de votre job, c'est un revenu complémentaire, mais je n'en parle pas parce que celui-là va être corrélé à votre temps de travail. Donc, ça peut être intéressant à certains moments de votre vie où vous voulez justement engranger typiquement beaucoup d'argent en travaillant beaucoup parce que vous avez, je ne sais pas, une vie où vous avez un peu plus de temps, pas de contraintes familiales, etc. Donc ça peut être une très bonne idée pour vous. Là, moi, je vais me concentrer sur l'entrepreneuriat pour dire comment on peut aujourd'hui utiliser des systèmes qui sont plus ou moins décorrélés de notre temps de travail pour optimiser, pour dire, bah voilà, moi j'ai 1 heure par jour à mettre là-dedans, 2 heures par jour, comment je peux créer des revenus complémentaires à mon travail. Un des premiers qu'on peut citer, celui-là j'aime bien parce que, alors il n'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais c'est par exemple écrire un livre. Voilà. Vous êtes bon en écriture, par exemple. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de plus passif, c'est que qu'écrire un livre. C'est-à-dire qu'une fois que mon livre, je l'ai écrit, je l'ai fait relire, j'ai fait une jolie quatrième de couverture, je l'ai préparé, je le mets dans une maison d'édition ou je le mets sur Amazon, par exemple. Eh bien, en fait, c'est tout. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé pendant effectivement un moment, 3 mois, 6 mois, mais une fois que mon livre est sorti, à chaque fois que quelqu'un va l'acheter, je vais toucher une rétribution qui est assez faible, je vous l'accorde, mais en attendant, c'est des revenus totalement passifs par la suite. Un livre, ça peut continuer de se vendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans après qu'on l'ait écrit. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que J.K. Rowling, avec les Harry Potter, continue de toucher énormément de royalties et tout ça, alors qu'elle l'a écrit, aujourd'hui, elle ne fait plus rien, elle n'a même plus besoin de faire de pub. Donc attention à celui-là parce que vous vous en doutez peut-être, mais il faut quand même avoir soit une certaine expertise dans le domaine, ou alors être reconnu comme expert dans le domaine, être reconnu comme compétent. Donc si personne n'a jamais entendu parler de vous, que vous n'avez même pas de page Instagram ou de page LinkedIn, que dalle, qu'en fait vous avez jamais rien fait, ça va être peut-être compliqué de le vendre parce qu'il faut également une présence, et ce sera peut-être le thème d'un prochain podcast, de dire, bah voilà, aujourd'hui on veut une présence à 360 degrés, et ça suffit plus de passer en anonyme et tout ça, on veut du personal branding, on veut de l'authenticité, et les gens ont envie de vous connaître vraiment, donc je pense qu'il est essentiel, en tout cas quand on veut commencer à vendre des produits ou des services, ou des livres dans ce cas-là, d'avoir une présence en ligne. Et ça ne veut pas dire qu'on va faire des stories débiles ou se mettre sur TikTok. On va se mettre sur le réseau social adapté à notre, comment dire, à notre clientèle. Je pense qu'on peut dire ça, à nos potentiels clients. Et on va développer une image de marque en son propre nom. Et c'est ce qu'on appelle le personal branding. On pourrait en parler et j'en parlerai sûrement plus tard. Ce qu'on peut faire également, c'est vous avez une passion. Tout simplement, bah voilà, moi j'ai une passion pour la pêche, j'ai une passion pour je sais pas, j'ai une passion pour les ordinateurs, j'ai une passion pour la course à pied, et bien je vais pouvoir créer un blog. Donc un blog c'est quoi? Aujourd'hui on peut en ouvrir très rapidement des blogs, on va sur WordPress, on va sur Wix, et on va écrire des articles tout simplement, où on va parler de notre passion. On va aller, donc ça s'adresse vraiment pour ceux qui ont une passion assez précise sur une niche, et on va essayer de devenir référent dans le domaine, encore une fois lié à un usage des réseaux sociaux qui est adapté pour se faire connaître. Et on va parler, bah voilà, on va parler d'escalade et on va écrire des articles sur l'escalade, bien choisir son baudrier, comment bien assurer quelqu'un, bloc versus assurer. Vous voyez l'idée, aller les meilleurs spots pour escalader en plein air dans le Jura, etc., etc. Et on va parler de notre passion. Et en fait, naturellement, eh bien, les personnes qui vont aller taper sur Internet, je sais pas, comment choisir son baudrier, ils vont tomber sur votre blog et vous allez pouvoir être rémunéré de différentes manières, soit par exemple en mettant de la pub, mais aujourd'hui c'est payé de moins en moins, donc ça peut être en effectuant par exemple de l'affiliation, donc en mettant par exemple le lien d'un baudrier, et à chaque fois que quelqu'un va acheter ce baudrier-là, vous allez être rémunéré. Vous faites tout simplement un middleman, un trait d'union entre par exemple Amazon et les personnes qui vont acheter. Ça c'est une idée qui peut se faire tout en sachant que cette fois-ci il faudra tout de même publier des articles,
Donc effectivement, ça peut commencer à devenir décorrélé parce que le moment où vous avez beaucoup de personnes qui viennent sur votre blog et qui adorent ce que vous faisiez, bah, vous allez toucher de plus en plus de monde sans forcément écrire plus d'articles. Voilà. Donc c'est, je pense, quelque chose qui est bon en entrepreneuriat. On a également pouvoir vendre des formations. Ça revient un petit peu sur le blog et d'ailleurs souvent c'est lié. Quand on a un blog, on va pouvoir associer des formations dessus. Et bien par exemple, je reprends l'exemple de l'escalade. Vous allez par exemple faire une formation pour débuter l'escalade. Donc peut-être une formation de 10 heures. Vous allez commencer par dire bien choisir son baudrier, bien choisir ses chaussons d'escalade, les échauffements pour commencer, choisir sa salle, etc., etc. Et vous allez pouvoir développer des petites formations très nichées, donc dans un secteur précis, qui peuvent intéresser certaines personnes. Ça va être compliqué de monétiser des formations dans un secteur qui est trop large, parce qu'il y en a déjà énormément. Voilà, aujourd'hui, dans l'immobilier, à moins d'être reconnu, d'avoir vraiment un vrai palmarès immobilier, bah, il y en a tellement des formations en immobilier que ça va être compliqué de se faire sa place. Mais quand on va être vraiment dans le très niché, dans la pêche, dans la chasse, dans l'escalade, dans une passion très très précise, ou encore mieux dans quelque chose qui peut être monétisé directement, donc toutes les formations justement pour je sais pas comment dire, bah, vous allez me dire qu'il y en a beaucoup aussi, mais à partir du moment où il y a un retour sur investissement qui est palpable, ça va être très intéressant parce que les gens vont se dire, oui, cette formation me coûte par exemple 50 euros, mais je vais en récupérer 100 derrière. Donc je suis prêt à acheter. Mais ça peut être également dans des métiers, quand on sait que par exemple le tir sportif, quand on sait que les personnes vont mettre aujourd'hui 1000, 2000, 3000 euros dans des armes à feu, dans des achats de licences et tout ça, eh bien payer 100 euros une formation, c'est pas forcément déconnant. Donc ça revient toujours, faites votre étude de marché, vous verrez bien si vous avez quelque chose à raconter. C'est encore une fois quand on a quelque chose à raconter, si vous ne connaissez pas votre sujet, ça sert à rien, passez votre chemin. Il y en a marre des formations qui vendent du vent, et encore une fois, on pourrait en parler plus en détail, mais les formations, ça se fait pas non plus n'importe comment, et je pense que c'est très important d'avoir une vraie valeur dans la formation, de ne pas vendre du vent, et de vendre vraiment une vraie expertise, une vraie valeur ajoutée, ou un accompagnement, un coaching. Et d'ailleurs, c'est aussi un autre point de revenu complémentaire, ça peut être le coaching. Ça peut être de dire, bah voilà, peut-être qu'en escalade, effectivement, créer une formation, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que c'est plutôt sur le terrain et parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Par contre, dire, je vais t'apporter mon coaching parce que j'ai fait 10 ans d'escalade et que j'ai été champion de France ou je ne sais quoi, eh bien, je vais vous accompagner pour devenir meilleur. Ça, c'est ce qu'on appelle du coaching. Donc, on peut avoir du coaching sportif, du coaching numérique, du coaching de marketing, du coaching justement en immobilier, en trading. Donc, ça, c'est des choses qui marchent également. On est obligé de citer également le métier d'influenceur, donc celui d'être rémunéré sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et tout ça. Il faut savoir que c'est de plus en plus dur, tout de même pour les influenceurs, de gagner des sous. À l'époque où il y en avait très peu, c'était facile d'avoir des partenariats, d'avoir des placements de produits. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Je pense que celui qui veut être influenceur, tout seul, c'est un petit peu dur. Par contre, si on commence à lier le fait d'avoir une présence en ligne avec beaucoup d'abonnés à effectivement un blog ou des formations, à des livres, à des systèmes d'affiliation et tout ça, là on va pouvoir avoir un écosystème qui tourne et qui va rapporter un peu plus que seulement espérer monter dans l'algorithme et avoir des revenus. On a ensuite plusieurs autres systèmes, l'affiliation, le MLM. Donc c'est pareil, c'est des revenus qui se lient un petit peu au blog, aux formations, ou alors en bouche à oreille également, dans l'idée de dire, bah voilà, je vais être rémunéré pour vendre un produit. Je pense que c'est très important de garder une part d'éthique à ce niveau-là, parce que on ne vend pas non plus n'importe quoi. Et si moi demain je vous fais une pub pour du shampoing, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Par contre, si effectivement je vous parle de produits donc dans l'investissement, l'immobilier, le trading, ça aurait plus de sens. Et puis on a également un peu des nouveautés. C'est encore une fois, tout est lié, hein, vous comprenez bien que c'est cool parce qu'on n'est pas obligé de faire une seule chose, on peut en faire plusieurs. Mais il y a par exemple le dropshipping également, qui est un des systèmes pour monter des revenus complémentaires sans tout plaquer pour faire son activité principale. Et ensuite, c'est un petit peu long, hein, je suis désolé, mais je pourrais en parler des heures. Mais ensuite, là, on va arriver dans l'intéressant, c'est pour ceux qui disent, moi je veux être entrepreneur, mais vraiment entrepreneur, je veux faire ça toute ma journée. Première chose à dire, ne faites pas ça toute la journée. Je m'explique, je pense que c'est bien de prôner l'entrepreneuriat en plan B. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous dire j'arrête du jour au lendemain pour une idée que j'ai eue, alors que je ne sais même pas si elle est viable. Parce que vous vous coupez de votre seule source de revenus, vous avez peut-être des personnes à charge, vous avez peut-être des loyers à payer, des charges à payer. C'est trop dangereux de s'arrêter du jour au lendemain alors que vous ne savez même pas s'il y a une seule personne qui est intéressée par votre idée. Donc avant de vous lancer tête baissée, je fais cet aparté et je la refermerai juste après. C'est important de déjà essayer, tester votre marché
en faisant la plus petite action possible. On en avait parlé dans le premier podcast. Faites la plus petite action possible pour voir si tout simplement vous avez des personnes intéressées. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous voulez vous lancer parce que vous avez une super idée de nouvelles recettes de yaourt, je sais pas, parce que vous êtes dans l'agroalimentaire, plutôt que de dire du jour au lendemain je plaque tout et j'essaye pendant 6 mois de faire des yaourts, non, vous allez déjà prendre sur votre temps, sur les week-ends, sur les soirées pour essayer de concocter cette nouvelle recette de yaourt, pour la faire goûter autour de vous, pour voir s'il y a un engouement, si le marché apprécie ce que vous faites, et petit à petit vous allez ouvrir une page Facebook pour ces yaourts-là, vous allez commencer à en amener à droite à gauche chez les personnes chez qui vous allez commencer à essayer de les vendre en ligne. Et quand vous commencerez à avoir des revenus, vous pourrez peut-être à un moment vous dire je me permets d'arrêter parce que j'ai déjà suffisamment de revenus avec ces revenus complémentaires là. Et je pense que le bon moment, c'est au moment où les revenus complémentaires de ce que vous faites le week-end et les soirs vous rapportent plus que votre activité principale, ça peut être un bon moment pour se dire il est temps, allez, de me lancer en ayant une petite poche de cash disponible pour me lancer dans la vraie aventure de l'entrepreneuriat. Mais ne grillons pas les étapes, c'est trop dangereux, on risque de se retrouver à tout lâcher du jour au lendemain, tout abandonner pour un projet dont personne ne veut, et pour revenir en arrière, c'est très difficile. Donc, maintenant que tout ça est dit, on va passer dans le dur du sujet, et là, ça va y aller, vous avez envie de passer à l'action. La première question, c'est est-ce que déjà vous êtes artisan? Est-ce que peut-être vous êtes déjà restaurateur? Vous avez déjà un environnement physique? Donc, on reprend, vous vous rappelez les niveaux de richesse de Kiyosaki. Est-ce que par exemple vous êtes dans le deuxième niveau de richesse, c'est-à-dire auto-entrepreneur, artisan, freelance? La première étape que vous pouvez vous dire, c'est si oui, je le suis, je vais pouvoir scaler, passer à l'échelle, on appelle ça, donc mon commerce, pour toucher plus de personnes et pour décorréler de mon temps de travail. Je vous donne des exemples. Je suis restaurateur. Peut-être qu'au lieu de faire moi-même la nourriture, je vais engager un restaurateur et je vais commencer à faire des franchises. Donc ça marche bien, je vais en ouvrir un deuxième. Et en fait, je vais me placer au-dessus. Je vais prendre un petit peu de recul pour commencer à gérer ça en chef d'entreprise et plus seulement en restaurateur. Je suis par exemple je suis plombier, donc j'effectue des travaux de plomberie, je vais commencer à engager des plombiers qui vont travailler avec moi, et moi je vais commencer à aller un peu moins sur le terrain et à plus m'occuper sur l'expansion de cette entreprise. Je vais vous donner plein d'exemples. Je suis freelance en développement, donc j'effectue des missions pour créer des sites internet ou des logiciels. Je vais commencer à plutôt créer mon agence. Je vais commencer à créer mon cabinet de transformation digitale ou tout ça. Et donc, je vais engager des personnes avec moi. Ça peut être d'ailleurs des freelances ou des salariés. Et moi, je vais prendre un petit peu de recul, encore une fois. Donc, ça, c'est si vous avez déjà un système qui tourne. Et puis, vous voyez, ça peut être pas mal de se dire, je vais passer en digital, à la fois physique et à la fois digital. Donc c'est de mettre les deux ensemble pour essayer de faire fonctionner ça. Et ça marche pour tout le monde, pour les commerçants, les restaurateurs, les artisans. Prendre un petit peu de recul par rapport à votre situation pour essayer justement de décorréler ce temps de travail par rapport à vos revenus. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, peut-être que vous avez une idée. Est-ce que vous avez une idée? C'est ça la question. Alors déjà, si vous n'avez pas d'idée, c'est un petit peu dommage, mais vous avez vu déjà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je vous renvoie sur tous les revenus complémentaires qu'on peut faire. Écrire un livre, ouvrir un blog, créer des formations, devenir influenceur, faire de l'affiliation, du MLM, du dropshipping. Ça peut être également monétiser vos connaissances. Donc, par exemple, je suis dans l'UX design, j'ai envie de devenir entrepreneur, j'ouvre mon cabinet, mon agence en UX design. Je suis dans le développement, j'ouvre mon cabinet en développement. Je suis actuellement avocat, j'ouvre moi-même mon cabinet d'avocat. Ça peut être une solution qui est assez facile, entre guillemets, parce qu'on connaît déjà, parce qu'on sait déjà faire, donc on a déjà une première expérience qui nous permet de se lancer. Si vous ne l'avez pas, vous allez pouvoir vous former. Donc vous allez vous dire, je prends du temps pour me former à tel ou tel métier. Par exemple, ça fait super longtemps que j'aime bien l'immobilier, je vais me former pour devenir agent immobilier. Et ensuite, je vais ouvrir mon agence, par exemple, parce que je pense que j'ai les moyens de le faire. Donc je me forme et je deviens entrepreneur, puisque je crée quelque chose, je crée une agence, je crée un cabinet, une agence d'architecture, de décoration d'intérieur, etc., etc., etc. Et ça, il n'y a pas besoin d'idées, c'est ça qui est bien. En fait, une agence, par exemple, de marketing, je pense que il y en aura toujours besoin, en fait, si vous voulez. À partir du moment où il y a des boîtes à accompagner, il n'y a pas besoin d'avoir d'idées. C'est juste une boîte en marketing ou une boîte en développement, quoi. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'idées. Le tout, c'est d'être très bon là-dedans et d'arriver à avoir des clients, tout simplement, avoir des prospects et à être meilleur que les autres. Il n'y a pas de secret. Vous voulez prendre des parts de marché, soyez meilleur qu'eux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si maintenant vous avez une idée, alors il y a plusieurs idées, mais vous allez plus vous rapprocher dans ce cas-là du modèle de start-up. C'est-à-dire, je commence avec une idée et c'est bien effectivement que cette idée-là ait un potentiel
qui soit illimité, entre guillemets. Voilà, encore une fois, on se rend bien compte, le boulanger, il fait des baguettes, il veut plus d'argent, il faut qu'il vende plus de baguettes. Si vous avez un modèle startup, c'est un modèle qui donc est scalable, et donc on va pouvoir dire, je crée une application, et elle va être téléchargée de plus en plus sans que j'ai besoin de travailler plus dessus. Évidemment qu'il y a de la maintenance et tout ça, vous l'avez compris, mais là, on parle donc du modèle startup, et vous avez vu, même dans le modèle startup, il y a plusieurs façons de le voir. Il y a des personnes qui voient ce modèle uniquement dans le but de revendre et de recommencer, d'itérer. Donc ça va être de dire, par exemple, je vous ai dit, j'avais une super idée pour les yaourts là, je crée une start-up folle pour les yaourts qui va révolutionner le monde des yaourts avec des nouveaux emballages ou je sais pas quoi, ou un nouveau système de... Moi je m'y connais pas dans les yaourts aussi, mais voilà, vous voyez l'idée. Eh bien, dès que cette boîte va commencer à être super viable, qu'elle va être bien valorisée et tout ça, je vais la revendre tout simplement à un plus gros groupe, à Danone, à Nestlé, je sais pas quoi. Je sais même pas d'ailleurs si c'est le même groupe. Je m'y connais pas du tout dans l'agroalimentaire, hein, vous m'excuserez. Je revends donc cette start-up là, j'empoche pas mal d'argent, hein, on parle souvent en millions, 5 millions, 10 millions, etc. Et je vais pouvoir recommencer, réinvestir cet argent là et recommencer cette aventure. Ou on peut également avoir une vision long-termiste, de dire moi c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, parce que là je suis en train de développer par exemple, enfin c'est des exemples, hein, mais un logiciel par exemple pour, je sais pas, les comptables, et moi j'ai été moi-même comptable et ça m'énerve, j'ai vu qu'il y a des choses qui vont pas, donc je développe ce logiciel-là, et moi je vois ça sur du long terme. Mon but c'est d'arriver à la billion dollar company, donc la société cotée 1 milliard d'euros. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une licorne. Et donc, mon but, c'est de devenir cette licorne, c'est de garder mon équipe, de la faire monter, d'engager de plus en plus de personnes, d'avoir une croissance qui est folle, d'aller à l'international. Et dans ce cas, vous avez vu, c'est encore une autre vision. Parce que là, il va aussi falloir avoir les reins solides, les épaules suffisamment larges pour encaisser les coups. Et voilà. C'est à peu près en fait tous les modèles qu'on va avoir, et vous allez voir que certains vont très bien convenir à d'autres et d'autres pas du tout. Et c'est très important de savoir quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quels sont vos traits constitutifs de personnalité, parce que tout le monde n'est pas capable d'être à la tête d'une billion dollar compagnie, tout le monde n'est pas capable d'écrire un livre de A à Z, parce qu'il y a des façons d'écrire, des gens qui aiment écrire, des gens qui n'aiment pas, des gens qui savent écrire, des gens qui finalement n'aiment pas ça. Donc on ne peut pas tout faire. C'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Et c'est important aussi, petite parenthèse, ce sera la dernière, quand on entend sortez de votre zone de confort et tout, c'est bullshit. Hein. Ne sortez pas de votre zone de confort, étendez-la. Si moi je suis nul en écriture, je ne vais pas aller écrire un livre. Si je suis incapable de ne pas perdre mon calme et de ne pas stresser quand je m'adresse à 3 personnes, ça va être compliqué d'être à la tête d'une licorne. Donc soyons humbles, reconnaissons ce que nous sommes. On a tous, mais vraiment tous, hein, ça je le dis, des éléments qui nous constituent, et on a tous des qualités, et le but c'est d'utiliser ces qualités et justement d'étendre nos qualités de plus en plus. Donc si je sais parler, eh bien je vais effectivement peut-être m'orienter vers quelque chose où on va utiliser, je vais faire des vidéos YouTube, des choses comme ça. Si je sais écrire, je vais pouvoir écrire des livres, écrire des articles dans un blog. Vous voyez? Si par contre, moi mon but c'est, je suis super fort pour transmettre du savoir, pour former les gens, je vais peut-être faire des formations. Si je suis très à l'aise devant une caméra et que j'adore parler aux gens, que je suis super sociable, je vais effectivement pouvoir me créer un compte Instagram, me créer un compte LinkedIn, je vais pouvoir effectuer des choses comme ça. Si je sais que je suis un leader depuis que je suis né, effectivement le modèle startup il peut être pas mal. Si je suis très bon dans ce que je fais, je vais pouvoir peut-être créer un cabinet ou une agence. Donc, ça dépend de ce qu'on veut. C'est toujours la même chose, ça dépend de ce qu'on veut, ça dépend de nos valeurs, ça dépend de nos objectifs. Et c'est à mettre en face des choses de notre vie également. Parce que pour être à la tête d'une billion dollar compagnie, eh bien, il faut également être prêt à faire des sacrifices. Et oui, des sacrifices énormes au niveau de la vie familiale, au niveau de la vie sociale également. Donc ce sont des choses à prendre en compte. Et voilà. Et voilà. C'est tout. Je sais pas pourquoi je m'énerve comme ça. Non, mais je pense que c'est tout. C'est un premier épisode sur l'entrepreneuriat qui est pas mal. Vous l'avez vu. On a vu les 4 niveaux de richesse de Kiyosaki. Le premier exemple, c'est par exemple le salarié qui est dans une boulangerie, qui fait du pain et qui est payé pour ça. Ensuite, on a l'auto-entrepreneur, l'artisan, le freelance. Donc c'est le boulanger qui a sa boulangerie et qui travaille pour vendre du pain. Puis on a l'entrepreneur. Donc ça pourrait être le moment où le boulanger commence à créer des franchises et à finalement ne plus être tout le temps dans le four à pain, mais à avoir une vision un petit peu supérieure. Ou alors qu'il va commencer à créer, je sais pas, une start-up ou un modèle économique pour commencer à vendre des nouveaux fours à pain partout. Et donc ça sera plus corrélé à son temps de travail. Puis enfin, l'investissement, donc l'argent gagné, placé sur des actions, en bourse, en crypto, en immobilier, pour commencer à avoir des revenus qui sont totalement passifs. Voilà.
J'espère que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, je vous demande le petit commentaire, le mot du jour, ça sera calculatrice. Voilà, placez-le moi en commentaire pour montrer que vous avez écouté jusqu'à là. Puis c'était Grégoire, et puis je vous souhaite une excellente journée à tous. Voilà.